Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine. Le Sénat de la République en faveur de la tenue d'élections à la fin de cette année. Les parlementaires conditionnent cependant le vote des amendements de la loi électorale à la mise en place d'un conseil électoral provisoire de 9 membres. L'Union européenne augmente son aide à Haïti. 5 millions d'euros supplémentaires sont ajoutés à l'enveloppe allouée au pays. Ces fonds seront consacrés aux interventions humanitaires en faveur des déplacés et de la gestion des risques et désastres. Pas encore de juge désigné pour prendre en charge le dossier de corruption présumé impliquant la première dame de la République et son fils Olivier Martelly depuis la mort du juge Jean-Serge Joseph en juillet 2013. L'affaire qui devait être entendue ce lundi a été reportée à la huitaine. Vers la régularisation des Haïtiens vivant dans les bâtis en République dominicaine, un projet pilote du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger en partenariat avec les Archives nationales, l'ONI et le ministère de l'Intérieur qui devrait s'étendre à d'autres pays de la Caraïbe. Journée mondiale des réfugiés ce 20 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme face à l'accroissement du nombre de déplacés dans le monde. Haïti promet de se joindre au mouvement mondial de solidarité pour la protection des droits des réfugiés. Et puis la 20e édition, bien sûr, de Livre en folie s'est tenue jeudi et vendredi au parc historique de la canne à sucre. 161 auteurs ont été en signature et 1865 titres en vente. L'écrivain Ketlimans a été l'invité d'honneur à cette foire du livre. Organisateurs et partenaires se disent satisfaits des nouveautés apportées cette année. À l'étranger, Juan Manuel Santos, réélu président de la Colombie, il pourra donc poursuivre le processus de paix engagé avec les guérillas d'extrême gauche dans ce pays en proie à un conflit armé depuis tantôt 50 ans. En Irak, une semaine depuis le début de l'offensive des djihadistes sunnites affiliés au groupe radical de l'État islamique en Irak. Et au Levant, la progression continue sur la terre irakienne. Les forces gouvernementales sont impuissantes face à l'offensive des insurgés. Voilà pour les titres, à tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend avec Natcom. Les gagner. Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Nacom, Decom, ou qu'à parler 2 fois. M'a mettez toute photo week-end ça sous net. Bon, commencer couler. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Si vous mettez dans mon plat, ziriboule, tout le monde veut manger. Ziriboule, si mon gars m'a négocié. Ziriboule, c'est lui-même tout le monde veut manger. Ziriboule, Ziri haïtien pas négocier. Ziriboule, c'est lui-même tout le monde veut acheter. Ziriboule, boule, vous mettez dans mon plat. La fois manger qu'à voisin, son pas quitter gratin. Ziri numéro 1, Ziriboule tout le monde aime. Ziri américain, Ziriboule quitter pour moi. Tellement Ziri bon, qui j'en veux me quitter gratin. Hey. Tout le monde c'est Ziriboule, yo mange Ziriboule, yo achète Ziriboule, toute la province c'est Ziriboule. Mais si vous mettez dans mon plat, Ziriboule, tout le monde veut manger. Ziriboule, si mon gars m'a pas négocié. Vous mettez dans mon plat. Côté next ça reçoit là. Même vie c'est vrai. Ça nous c'est bon. Les jeunes avec Mike Fadazou manger Ziriboule. Bienvenue à 56 minutes synthèse sur Télésignal, fin ce mardi du processus d'inscription pour les postulants aux différentes postes à pouvoir dans les bureaux électoraux départementaux et bureaux électoraux communaux. Pour la dernière journée, la grande foule n'était pas au rendez-vous.
Les rares postulants présents au local du BEI de l'Ouest à Delma 105 avaient du mal à faire le dépôt de leurs pièces vu qu'il leur manquait certains documents requis comme la preuve de résidence et le certificat de bonne vie et mœurs. Le processus qui a pris fin mardi sera suivi d'un concours pour les postulants retenus. Parallèlement, le Conseil électoral provisoire a appelé les partis politiques, groupements et affiliés à se faire inscrire du 16 juin au 25 juin 2014 au siège principal du CEP, 672 rue Stéphane Archer, Pétionville, Haïti. Dans une note, le CEP indique avoir pris la vigilante précaution d'informer les partis qu'aucune prorogation de délai ne leur sera consentie dans l'accomplissement de cette formalité révélée substantielle pour leur participation aux prochaines élections des 26 octobre et 28 décembre 2014. Toujours dans l'actualité, le processus d'enregistrement des partis politiques entamé par le Conseil électoral provisoire agite le milieu politique haïtien. Les avis divergent sur la question. Des partis proches du pouvoir saluent cette décision de l'organisme électoral. En revanche, des partis de l'opposition jugent anormal que le CEP, jusqu'ici incomplet et dépourvu de loi électorale, invite des partis à se faire enregistrer. Reportage Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Alors que le processus d'inscription des partis politiques se poursuit au siège principal du Conseil électoral provisoire, cette décision du CEP est diversement appréciée dans le milieu politique haïtien. Le consortium des partis politiques proches du pouvoir en place salue cette initiative de l'organisme électoral. Nous battons bravo la contentement le fait que nous institution ça qui c'est Conseil électoral provisoire décidé pour élection organisée en dans pays et nous-mêmes nous demander tout notre acteur qui peut prendre chemin ça pour décider pour nous prendre chemin ensemble pour élection qui arrive organisée. Avec un peu plus de réserve, la fusion des sociodémocrates qui se réclament de l'opposition modérée conseille au CEP d'attendre la promulgation de la loi électorale avant d'entamer cette démarche. Son bail qui fait en marge de la Constitution, son démarche anticonstitutionnelle. Il est clair que pour gagner l'élection des affaires des partis politiques, mais il faut le faire sous l'égide de la loi électorale. Or, nous avons une loi électorale qui est en souffrance, c'est qu'il y a des démarches en cours, donc nous ne pouvons pas pour qui ça a marché pressé, parce qu'il y a des démarches qui sont faites en dehors de la Constitution. En revanche, l'opposition radicale se veut plus critique, mettant en doute l'existence du Conseil électoral provisoire. Pour qu'il y ait des élections crédibles, il faudrait qu'il y ait un organisme électoral conformément à la Constitution. Pas un conseil électoral. Si pas un conseil électoral, pas qu'à gain loi électorale. Si pas une loi électorale, ou pas qu'à lancer inscription électorale. Toute tentative pour lancer inscription, ou travestir processus ça, ou montrer très clair, ou pas vouloir faire élection, mais on pas vouloir dire ça, ou faire un discours pour la consommation de l'international. Aujourd'hui, le CEP multiplie les actions en vue de faire aboutir le processus électoral. Toutefois, le Conseil n'est toujours pas affiché complet et ne dispose jusqu'ici d'aucune loi électorale. Pourtant, la date du 26 octobre 2014 est cochée dans l'agenda du Conseil pour la tenue des prochaines compétitions électorales. Après l'échec de mardi, le Sénat de la République a tenté en vain mercredi de tenir la séance relative à l'amendement de la loi électorale. 2 tentatives consécutives vouées à l'échec, faute de quorum. Sur 15 sénateurs présents mercredi au niveau du Grand Corps, seuls 11 ont répondu à l'appel nominal, dont 4 du groupe des 6. Les parlementaires conditionnent le vote des amendements de la loi électorale à la mise en place d'un conseil électoral provisoire de 9 membres. Le Sénat de la République ne votera pas les amendements de la loi électorale tant que le conseil électoral provisoire ne sera pas affiché complet, indique le sénateur Francisco de la Cruz, réagissant sur la décision du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'annuler le vote du CSPJ sur le remplacement d'un de ses membres au sein du CEP. Francisco de la Cruz dit croire qu'Anel Alexis Joseph agissait sur ordre du chef de l'État, qui, estime-t-il, n'a aucune volonté de réaliser les élections dans le pays cette année. D'un autre côté, le sénateur du département du Centre juge anormal que le CEP ouvre le processus d'inscription aux partis politiques sans l'existence d'une loi électorale. Le sénateur Francisco de la Cruz. Le monde a changé, il y a au même bon côté pas. Et nous connaissons que le fait que le CSPJ est contrôlé par l'exécutif, donc pratiquement, et c'est bien dommage, qu'il a une institution indépendante, mais qui dans l'impossibilité pour qu'elle fasse travailler avec toute intégrité, avec toute honnêteté. Donc ça vient faire que
nous connaissons que c'est le président Matéli définitivement, il y a un mot d'ordre du président Matéli. Et automatiquement, le président Matéli, il a changé mon nom tout de suite dans le CSPJ. Et nous-mêmes, dans le niveau Sénat, nous disons déjà, nous sommes prêts pour nous capables de voter la loi électorale là, pourvu que un conseil électoral qui est au complet. Le jour qu'on a le conseil électoral au complet, nous sommes prêts à le voter. Est-ce que c'est OPL? On position sénateur. Pas position OPL, c'est position que je pense que tous les sénateurs gagnent, puisque nous avons déjà dit qu'il y a des changements qui opérés pour nous capables de gagner 9 membres au complet. Le Parlement, je peux dire le Parlement, puisque le président du Sénat et le président de la Chambre des députés qui ont décidé, on a envoyé la personne choisie. Mais écoutez, maintenant c'est le CSPJ qu'on attend, que le président dégager le passé de la CSP, puisque nous connaissons les capables comment débarrasser ça, dégager pour nous capables de gagner l'autre membre, et puis c'est fini. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, doit entendre la voix de la raison, selon le député de l'Arcaillet, Jean-Dany Duvert. Le parlementaire, membre de la majorité présidentielle à la Chambre basse, le PSP, rend le président du CSPJ responsable de la crise politique actuelle. Le député Duvert invite Anel Alexis Joseph à se ressaisir afin de permettre la réalisation des élections prévues le 26 octobre prochain. Le député Jean-Dany Duvert au micro de Yvan Saïd. Et tout autant que ce blocage n'est pas débloqué, si vous me permettez l'expression, voyez-vous, tout autant que ce blocage n'est pas débloqué, nous sommes en situation délicate. Donc je crois que les acteurs doivent faire de l'effort pour résoudre. M. Anel Joseph doit finir par entendre la raison pour résoudre le problème du Conseil électoral. Et maintenant, au niveau du Sénat, la loi électorale amendée doit être votée. Et puis, à ce moment-là, tête droite vers les élections. Une approche et une solution haïtienne, voilà ce que préconise l'Union européenne pour dénouer la crise préélectorale que traverse le pays. L'ambassadeur de l'UE en Haïti, Aviel Nino Pérez, appelle les protagonistes à s'entendre en vue d'une issue au blocage politique actuel. Le diplomate indique toutefois que les actions menées par la communauté internationale aux côtés des acteurs politiques haïtiens visent à faciliter le dénouement politique de la crise et non à s'immiscer dans les affaires internes du pays. Les déclarations de Aviel Nino Pérez recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Je pense que c'est le moment de laisser les acteurs haïtiens s'entendre, laisser les acteurs haïtiens dialoguer. Nous, Union européenne, évidemment, nous ne pouvons qu'appuyer les efforts qui consolident la démocratie, qui facilitent des élections inclusives, crédibles et transparentes. Mais j'insiste, le rôle de la communauté internationale, à mon avis, c'est surtout un rôle de facilitateur, c'est un rôle d'accompagnement. Il y a des pas importants qui ont été faits dernièrement et des pas, je pense, qui vont dans la bonne voie pour qu'on puisse avoir, excusez-moi, des élections d'ici la fin de l'année. Si c'est le cas, nous serons contents que les élections se fassent, mais nous serons surtout contents parce que je pense qu'il y a un souhait unanime de tous les acteurs haïtiens pour que ce processus électoral se déroule le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Nous exprimons normalement notre position publiquement dans le cadre de Core Group, lidéré, comme vous le savez, par Sandra Honoré, la représentante du secrétaire général de la MINUSTA. Mais je répète une fois de plus, en tant qu'Union européenne, nous pensons que le rôle des acteurs extérieurs doit être un rôle de facilitateur et un rôle d'accompagnement plutôt qu'un rôle d'ingérence ou de déterminer ou dicter des positions. À 4 mois des élections législatives, l'Office national d'identification s'active. L'affluence dans les différents centres de distribution des cartes d'identification nationale devient de plus en plus intense. Les responsables de l'ONI avaient adopté des mesures en vue de redynamiser les actions de l'institution. Suivez ce reportage signé Miché de Payen et d'Yvan Saïd. Dans la cour de l'Office national d'identification à Babiole, des dizaines de citoyens font la queue. Cette affluence résulterait de la publication de l'arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices les 26 octobre et 28 décembre prochains. Les demandes ont considérablement augmenté, souligne Jean-Baptiste Fils Saint-Cyr, directeur général de l'ONI. Une affluence qui allait au-delà de l'ordinaire. Et j'en ai remarqué là, par exemple, c'est mardi. En général, nous parlons tout le monde là, les mardis. C'est certainement les fièvres électorales là qui poussent les gens à venir voter une fois que nous passons l'élection. En prévision à cette forte demande, les autorités avaient établi un plan de contingence.
Plan qui visait à moderniser les capacités de l'ONI, augmenter son effectif et ses kits d'enregistrement mobile comportant ordinateur, système de numérisation des empreintes, photographie numérique et machines de finition. Et nous-mêmes, dans la perspective électorale, dans le cadre de préparation, nous avons préparé nos conséquences pour nous préparer l'issue électorale et former le monde, et recruter de nouveaux opérateurs et puis recevoir les citoyens. Selon les précisions de Jean-Baptiste Fils Saint-Cyr, toutes les communes du pays sont déjà dotées de représentation de l'Office national d'identification. Ces bureaux offrent les mêmes services que celui de Port-au-Prince. L'opposition n'a pas chômé ce 19 juin, décrété férié par arrêté présidentiel. Ils étaient plusieurs centaines à gagner la rue en vue d'exiger le départ de Michel Martelly et de son équipe, la libération des prisonniers politiques et l'organisation d'élections générales anticipées. Suivez ce reportage de Tamara Ongaro et Samus David François. C'est le député Arnel Bélizer, dans une posture du roi Ogoubadagri, machette à la main, qui prend la tête de la manifestation de l'opposition démocratique. Des membres d'organisations de base issus de plusieurs quartiers populaires, au rythme des tambours et des vaccines, occupent la chaussée. Destination, Pétionville, fief du président Martelly. L'objectif reste le même, le départ du chef de l'État et de son équipe. Mais cette fois-ci, avec une nouvelle cible. Le Premier ministre Laurent Lamotte, dont le député de Delma Tabar, farouche opposant au pouvoir en place, réclame la démission et l'arrestation. Martelly, c'est pour imbécile à lui. Je dis, le penseur, le voleur, le destructeur, c'est Laurent Lamotte. Donc, regardez ce qui passe dans le Parlement. Les membres du MOUPOD ont brillé par leur absence à la manifestation. Une défection que le porte-parole du MONOP peine à expliquer. Ce n'est pas des accords qui viennent ensemble avec nous. Au contraire, la concertation va continuer. Dans le jour cabine là, tout ensemble entité, qui c'est opposition populaire, qui c'est MOUPOD, qui c'est FOBAC, qui c'est OTAN, nous déjà cassé rendez-vous pour nous chiter ensemble. Cette manifestation, qui s'est achevée sans incident, était une occasion pour les opposants à Michel Martelly de se faire entendre. Les organisateurs annoncent pour la semaine prochaine un autre mouvement avec les mêmes objectifs. Le départ de l'équipe tête calée, la libération des prisonniers politiques et l'organisation d'élections générales anticipées. Le dossier de corruption présumée impliquant des membres de la famille présidentielle, notamment la première dame de la République et son fils Olivier Martelly, n'a pas pu être entendu ce lundi à la cour d'appel de Port-au-Prince. L'affaire a été renvoyée à la huitaine parce qu'aucun juge n'est encore désigné pour la prendre en charge après la mort du juge Jean-Serge Joseph en juillet 2013. L'avocat du demandeur souligne la réticence des juges à traiter ce dossier. Suivez les explications de Newton Louis Saint-Just. Le dossier ça allait aller pas à pas. Le dossier ça pour aller gens doivent aller. Certainement il y a pile malaise. Nous comptons que ça c'est pour un dossier petit. Il y a des juges qui mourent à cause de ça. Déjà c'est pas un jeu. Et je ne pas croire que aucun magistrat, soit dans la cour d'appel, soit dans la cour de cassation, qui est prêt pour venir cracher ce cadavre, juge Jean-Serge Joseph. Donc, et ça que dit ça, c'est que nous gagnons un malaise qui crée dans le dossier parce que depuis en mai, par quel coup d'appel là pour éviter nous, mais qu'on évite nous devons trois juges qui siégeaient les mercredis, sans que nous pas même informer. Eh bien, ils vont citer nous par devant la composition du lundi. Et certainement, c'est normal pour le président de la cour d'appel administrer le tribunal. Mais le dossier, une fois que vous distribuez comme président cour d'appel ou comme doyen dans le tribunal et de première instance, le dossier n'a pas pour encore. Qui doit juste responsable? Actuellement, c'est juge Magui Floristal, juge Altenor Barthelmy et Edida. Dossier expropriation au centre-ville de Port-au-Prince. La commission d'expropriation du centre-ville a ouvert un bureau de doléances afin de recevoir les plaintes des familles victimes. Cette commission a respecté toutes les procédures en matière d'expropriation, a fait savoir le notaire Jean-Henri Séan, qui a travaillé sur le dossier pour le gouvernement. Le notaire a toutefois dénoncé la manière dont on a procédé à la démolition des maisons. Il a indiqué que très peu de temps a été accordé aux familles délogées pour se relocaliser, suivant un extrait des déclarations de Jean Arrécéan qui participait à la rubrique Tendance de Tamara Ongaro. C'est la manière dont il y a l'exécuté bagala. Ça, moi-même, moi dis, moi contre lui, moi critiquer et me condamner l'État
de précipitation. N'est-ce fait pour écraser carrément. Non, mais là, c'est homme politique, mais notaire contre lui. Le citoyen tout court. Ok. Le citoyen tout court. Non, avant d'arriver là, puisque ça lui va être dans considération, mais comment comprendre médecin, tolé qui gagne dans la question ça, puisque vous estimez sur 400 personnes, c'est 17 seulement, ou payer. C'est pas 17 seulement payer, et il n'y a pas quelqu'un qui va dire pour papier autour. Il faut me dire, de temps à la fête, là, il y a plus que 39 personnes. Encore, que nous déjà envoyé papier par l'État. Parce que ça arrivait en général. Moun ne pas jamais croire, c'est vrai. Là, l'État dit qu'il va le faire bagaille, pas quoi. L'État pas non en tout prêter à cela. Il va jamais croire que l'État va le dédommager vrai, que l'État va le craser quand même vrai, etc. Qu'on pas quelqu'un qui traîne les pieds. Mais quand pile monde et me cap du pile fort monde, papier aucun problème là-dedans. Que m'a essayé aider, que m'a demandé avocat que m'a l'autre noté pour yo, que m'écrit noté pour yo, que m'écrit DG pour yo, mais pas aider mettez papier en règle. Bon, ça prend temps. C'est là moi-même qui ai problème avec l'État. Là, ça prend temps et qu'on connaît, mon ne pas de mauvaise foi. On va pas le caser caillou. Donc, les précipitations que ne pas expliquer. Par ailleurs, le notaire Jean Réséan se propose d'accompagner la victime dans le cadre du processus d'expropriation au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. Il se dit prêt à mettre son honoraire au service d'associations de victimes. Maître Réséan suggère aux autorités de surseoir aux opérations de démolition au niveau des rues, des casernes et de la Réunion. Au portage, Tom Dumont et Wendy Harris. Alors qu'il est censé charger de recevoir le dossier des pièces des victimes et occupants concernés par l'expropriation au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, Jean-Henri Séan se porte aujourd'hui volontiers à accompagner ces citoyens qui, pour la plupart, risquent de ne rien recevoir dans le cadre de ce dossier. Mais le notaire dispose même de son honoraire pour accompagner d'éventuelles associations de victimes. Pour m'accompagner victimes, je suis prêt pour m'aider à constituer réseau ou bien réunion assemblée des propriétaires victimes. Et m'a déclaré pour l'État et pour tout le monde, tout honoraire que médecin a pour le toucher là, la baille association victime pour le capable d'organiser. Les autorités doivent stopper le processus de démolition. Telle est la recommandation faite par Maître Séan, en attendant la formation d'une commission chargée de traiter le dossier des expropriés. Au scandale que ça a suscité, je crois qu'une solution de sagesse mandé pour camper. Que l'État prenne disposition pour le payer de manière plus rapide. Mettez en même temps tout, Mabdil, il y a une commission qui peut recevoir les gens qui n'ont pas de papier, les gens qui sont occupants, les gens qui sont sous l'État. Il faut que l'autre travail qui fait parallèlement pour que ça bien passé et toute population content après que nous ayons une belle cité construite, mais pas construite sous deux gens, pas construite avec 100 populations dans la rue. Sur l'espace des 30 hectares concernés par le processus d'expropriation, 400 dossiers devraient être déposés, tandis qu'à date, 183 seulement auraient été soumis à l'étude du notaire Séan. Les problèmes divergent. Difficultés pour des occupants de retrouver leur titre de propriété, des divergences au sein des familles dont certaines sont séparées, autant d'obstacles qui dressent devant ces citoyens qui, pour la plupart, risquent de voir leur démarche vouée à l'échec. Dossier santé à présent, 39 343 personnes sont touchées par l'épidémie de chikungunya en Haïti, selon les dernières statistiques du ministère de la Santé publique. La directrice de la promotion de santé au MSPP, Jocelyne Pierre-Louis, a annoncé lundi une série d'activités en vue de sensibiliser davantage la population sur les conséquences de cette épidémie. Il s'agit entre autres d'un message standard qui sera diffusé dans les médias et d'une journée de sensibilisation dans les églises. Les explications de Jocelyne Pierre-Louis recueillies par Michi Alexis et Fézia Mathieu. Première activité, c'est un message qui a un message standard que c'est le ministre Santé qui a 10 messages qui pour passer dans toute radio et télévision dans le pays pour que la population comprenne vraiment qui c'est chikungunya pour ne pas mettre en ken vieux cause crémol dans tête yo en ken vieux l'idée cap dit que chikungunya c'est pas moustique qui baille. Deuxième activité qui programmée c'est une journée à travers l'église. Nous connaissons combien de population sensible vous a fait l'église et chaque confession un jour qui concerne yo message ça pral passer pour c'est un pasteur, un prêtre dans l'église ou monde qui concerné qui pral l'île ça pral bail message là en pile et bourrade pour le cap passer à travers population. Troisième activité c'est une activité que nous habitués avec déjà parce que nous te fait les choléra
côté, ça nous relève en duplex, toute radio, toute télévision, pendant un certain temps dans la journée, mais nous avons toujours choisi dimanche, peut-être pour que tout le monde soit capable, disponible pour écouter. Et là, ça, si on attend des radios, si on attend des télévisions, ces messages, ça, on va pas obligé d'attendre. Dernier, qui pas petit, c'est une journée de conscientisation de population. En vue de lutter plus efficacement contre l'épidémie de chikungunya, l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé ont procédé lundi à un don de 3 millions de comprimés paracétamol 500 mg au ministère de la Santé publique et de la population. Ce support va permettre de réapprovisionner les stocks au niveau des différents centres sanitaires départementaux, toujours dans le cadre de la lutte contre le chikungunya. L'ambassade de Taïwan en Haïti a parallèlement offert, elle aussi, 100 000 $ américains à Haïti, l'occasion pour la ministre de la Santé publique de sensibiliser sur les 3 phases de la fièvre surnommée Krasezo. Les explications de Florence Duperval-Guillaume recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Dans la phase aiguë, ça, il dure 3 jours, mais douleur a toujours été jusqu'à ce que, progressivement, l'autre monde, il remonte, ou recommencer à la fièvre avec une douleur plus intense, mais toujours dans les 12 premiers jours généralement. Pour faire ça, pour faire, nous toujours dit ça. Pas prendre aspirine, s'il vous plaît. Parce que si vous prenez aspirine, ou qu'à saigner. Étant donné que vous ne savez pas si c'est dengue, qui vient avec une hémorragie, ou pas si c'est chikungunya, puisque il y a à peu près les mêmes symptômes, il dit pas d'aspirine, ou prend paracétamol. Et nous-mêmes, blanc dit, phase aiguë, ou capable de prendre ou passer la caillou, nous-mêmes, étant donné que nous connaissons, nous, c'est des gens haïtiens qui ont des gens négligents, nous obligons à attirer attention tout le monde, nous disons pour avoir 4 jours, 5 jours ou la fièvre. C'est rendre tête tout dans le centre de santé. Et là, il y a bon médicaments appropriés qui sont capables d'éviter que vous passez dans la phase subaiguë. Côté dans la phase subaiguë, ça prédomine, c'est douleur, arthrite, toute articulation tombe gros, qu'on y a saisi à gros, mais c'est parce qu'on n'a pas fait sortir d'où il fait. On y a l'articulation à gros, c'est de l'eau là-dedans, depuis qu'il y a une inflammation, une sorte de collection liquidienne. Et dans la collection liquidienne, ça, nous toujours dit c'est des bons milieux de culture pour infection. Donc, depuis arriver dans ce stade, on prend dans l'autre chapitre antibiotiques, culture, etc., drainer pour l'eau, même dans ce stade pour après cortisone, ça, son bail pour le faire qu'à docteur. Et bon, bail, on fait pour tout. Et si vous continuez à être là, vous comprenez, c'est censure pour mettre sous genou qui pourrait aller mauvais sang, et même garantir, alors que soit tomber avec infection, ou pour aller dans phase chronique, ou tomber dans un rein bloqué, ou tomber dans toutes sortes de problèmes qui ne sont pas nécessaires. Dossier éducation à 56 minutes synthèse. Les examens officiels de la 6e année fondamentale ont été organisés cette semaine, soit mardi et mercredi, sur tout le territoire national. Au total, 299 227 candidats ont participé à ces épreuves. Le département de l'Ouest à lui seul a accueilli 111 604 candidats dans plusieurs centres d'examen. Des candidats ont exprimé leur satisfaction par rapport à ces examens. Michel Alexis et Fézien Mathieu ont visité quelques sièges lors de la première journée. Suivez leur reportage. Nous sommes au collège Saint-Jean l'Évangéliste à Paco, un des sièges hébergeant les examens d'État. Ici, 420 candidats issus de diverses écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince passent les épreuves de la 6e année fondamentale. Pour beaucoup d'entre eux, la première journée est une satisfaction. J'ai fait communication française. Bon, littérature dans le programme, c'était à notre portée. L'examen était bien facile, il va difficile. Moi, mes examens, on m'a fait 300 sur 300. Selon eux, les examens nécessitaient juste un peu de bon sens. Un exercice simple, mais non sans difficulté. Nous travaillons dans la classe avec maître là, nous étudions le son. Et chaque vendredi, le samedi, mal dans le scout, nous sommes dans le scout, nous étudions le son. Normalement, nous venons composer. Dans le but de réussir pleinement ces épreuves, ces candidats appellent leurs camarades à redoubler d'efforts. Si on n'a pas réussi, pas décourager. Bon, il y a récolté ça, on s'aimé. Ils sont 111 604 candidats à participer aux examens de la 6e année fondamentale dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les épreuves dureront 2 jours. La première journée était consacrée à la communication française et aux sciences expérimentales. La seconde, aux mathématiques, à la communication créole
et aux sciences sociales. 6 nouveaux boursiers haïtiens ont réussi les épreuves de sélection pour participer à la maîtrise Fulbright 2014-2016 aux États-Unis. Ces professionnels qui évoluent dans différents secteurs de la vie nationale y auront renforcé leurs capacités dans 3 secteurs clés, la santé, l'électromécanique et les politiques publiques. Pamela Wright, ambassadeur des États-Unis en Haïti, invite les récipiendaires à s'impliquer dans la vie de leur campus. La diplomate espère que ces nouveaux Fulbrighters soient utiles à Haïti à leur retour. Les propos de Pamela Wright sont recueillis par Enoch Élisée-Cajou et Jasmin Denis. Je vous exhorte, chers boursiers, à vous consacrer à vos études et à vous impliquer également dans des activités de votre campus et vos communautés. Faites-vous des nouveaux amis et profitez de cette opportunité unique d'expérimenter la vie aux États-Unis. Réussir le concours du programme Fulbright n'est pas une chose facile. Cette année, nous avons reçu plus de 100 candidatures et vous êtes les 6 finalistes. Vous êtes ici à cause de vos mérites et vos compétences. De ce fait, nous sommes convaincus que vous allez donner le meilleur de vous-même. Partez, étudiez et revenez mettre vos compétences au service du développement et la reconstruction d'un Haïti meilleur. Haïti est trop riche pour être pauvre et vous êtes fait partie. Chers boursiers, vous adresse mes plus vives félicitations et je formule mes voeux les meilleurs pour cette passionnante aventure. Félicitations, bon voyage, bon succès, pays d'Haïti, besoin nous. Les boursiers s'estiment prêts à aborder le programme de formation Fulbright et expriment leur volonté à mettre leurs futures connaissances au service de leur pays. Suivez tour à tour Donatella Julien et Fénide Ange Beauséjour au micro de Enoch Élisée-Cajou et Jasmin Denis. Grâce au Fulbright, j'irai poursuivre une maîtrise en healthcare management et à mon retour, je compte mettre mes compétences au service de la société, de mon pays et aussi dans le long terme, fonder un hôpital dans le sud du pays qui est la ville naissance de ma maman. Je compte justement profiter au maximum de cette expérience pour continuer avec cette lutte que j'ai commencée depuis le début de ma carrière, qui est faciliter l'accès aux soins, un accès aux soins de qualité, faciliter l'équité pour l'accès aux soins pour toute la population haïtienne. Notons que le programme américain de bourse Fulbright est l'un des plus respectés et compétitifs à travers le monde. Il contribue à la formation de jeunes professionnels haïtiens depuis 1929. Vers le renforcement de son action humanitaire en Haïti, l'Union européenne révise à la hausse ses fonds alloués à Haïti. 5 millions d'euros supplémentaires ont été ajoutés à l'enveloppe destinée à Haïti, ce qui porte à 23,5 millions d'euros le montant global de l'aide de l'Union européenne à Haïti pour l'année 2014. Cette stratégie vise à mieux articuler les interventions humanitaires, notamment en matière d'appui aux déplacés, de sécurité alimentaire et de gestion des risques et désastres. Nicolas Lui. D'aujourd'hui, on peut considérer que nous avons quand même fait face à un réel succès humanitaire. Si on part, et je pense que beaucoup d'entre vous ont dû couvrir cette situation, si on parle d'une situation post-tremblement de terre avec 1,5 million de déplacés dans Port-au-Prince et dans la région des Palmes, au jour d'aujourd'hui, les services de l'État et l'Organisation internationale des migrations nous informent qu'il n'y a plus que 130 000. Donc bien entendu, beaucoup de ces gens sont rentrés chez eux de manière spontanée, mais des dizaines de milliers ont aussi été supportés pour des solutions de relogement décentes. Maintenant, il se trouve que même si on peut parler d'un succès humanitaire et qu'on peut envisager la disparition des sites de déplacés en 2015 probablement, certains sites de déplacés par contre vont bénéficier d'une assistance du gouvernement et des partenaires de développement, puisque comme vous le savez, certains sites sont en voie d'urbanisation. On en voit quelques-uns dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, on en voit aussi à Léogane. Maintenant, les études de nos partenaires et de certains services de l'État nous montrent, et vous ne serez pas surpris,
que les 130 à 140 000 personnes qui sont encore dans les sites de déplacés sont les personnes les plus vulnérables. Si elles n'ont pas pu se reloger, c'est bien qu'elles n'étaient pas en capacité, ce qui fait que notre attention est de plus en plus portée sur les vulnérabilités spécifiques. L'Office de la protection du citoyen attire l'attention sur la nécessité de garantir le droit à l'identité des enfants en Haïti. L'OPC a en ce sens distribué 83 actes de naissance à des parents responsables de mineurs issus de quartiers défavorisés à l'occasion de la Journée mondiale des enfants africains ce 16 juin dernier. La protectrice du citoyen, Florence Elie, a fait état d'un nouvel instrument international de droit à l'enfant. Le protocole facultatif adopté le 19 décembre 2011 et entré en vigueur le 1er avril 2014, après avoir été ratifié par 10 pays, dont l'Allemagne, la Bolivie et l'Espagne. Madame Elie plaide en faveur de la ratification par l'État haïtien de cette convention internationale relative aux droits de l'enfant. Florence Elie était au micro de Ronald Desormes et de David François. Nous gagnons avec nous là 83 actes de naissance en bonne et due forme d'attesté légal capital. Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire ça qui a fait à travers le monde pour nous faire une distribution. Comme nous gagnons un échantillon de monde captain et gagnons 2-3 que là, nous avons cité, nous avons grand acte de naissance pour petit ou pour petite famille. Donc, nous allons continuer le processus là jusqu'à ce que nous remettons à chaque monde qui gagne un acte de naissance ou baptisé la caille, pour nous remettre à monde qui est responsable. Gagner une nouveauté dans le monde instrument international qui régit question Timoun. C'est un protocole facultatif qui permet Timoun capable de faire plainte par rapport à droit que vous gagnez. Donc, le protocole facultatif, ça est très très important. Donc, le professeur prend l'opportunité aujourd'hui à tout pour le faire ou plaidoyer, pour lancer un message à l'autorité pays, que ce soit Parlement, que ce soit exécutif, pour que l'on prenne en considération signature avec ratification et promulgation et ratification des protocoles facultatifs. On observe une courte pause à 56 minutes synthèse. On vous retrouve dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bonheur, t'as un fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, vous t'as passé pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines baissées, m'acheter. Mais quand on machine, t'as bien ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, chanter, déchanter, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis chéri. Qui t'appelle le brick géré? Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sachet? En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là.
tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À beau, n'a toujours champion. Les beaux cafés, les beaux, c'est en actualité. Chauffez café, chauffez. Les beaux cafés pays. Vous suivez 56 minutes synthèse sur Télésignal, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, en partenariat avec les Archives nationales, l'Office national d'identification et le ministère de l'Intérieur lance un programme d'identification en République dominicaine. Ce projet pilote qui va être exécuté dans la ville de Barahona vise la régularisation des Haïtiens dans les batailles. Selon François-Guillaume II, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger annonce l'extension de ce programme d'identification à plusieurs autres pays de la Caraïbe où des Haïtiens n'ont aucune identité. Les bénéficiaires auront droit à un extrait des archives, une carte d'identification nationale et un passeport valide. Les explications du ministre François-Guillaume II qui participait mardi à la rubrique Tendance du Grand Journal. Son projet pour bailler mon une chance vraiment pour gagner toute forme d'identification. Ça veut dire la besoin d'un paquet. La besoin ni archives, ni passeport, ni carte d'identification. Tous les trois dans un seul coup. Non, mais comme on se on ne dit pas d'identité, des fois, on oublie qui a des faits. Des fois, tout le monde doit dire ah, me fait sous l'esco, même des faits sous Magloire, ou même des faits sous Duvalier. Il pas vraiment gagner année à notre tête. Je dis là, c'est plus gros problème d'identification. Eh bien, camarade, ça c'est chance mon aujourd'hui là sous gouvernement ça. Parce que d'après arrêté que le président a signé en janvier, qui fait que d'essayer de consul général qui a agi comme en tant qu'État, officier d'État civil, donc a fait un jugement non consulat même, où il vient avec 2 témoins qui disent que Mounsa relè Tamara Orion et il a 18 ans. Okay? Donc à partir de ça, dit, joue ça là avec 2 témoins, ça c'est moun courrier. Si vous pensez que vous avez les Jean-Joseph et puis Jodian là, vous venez avec 2 témoins qui disent que vous avez Juan Carlos, assumez-vous, à partir de Jodian, on a fait toute l'égalité, non c'est Juan Carlos et vous avez une identification pour tout le reste vie comme Juan Carlos. Une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. C'est autour de ce thème que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a commémoré la Journée mondiale des réfugiés en Haïti. L'UNHCR souligne que le nombre des réfugiés accroît à un rythme accéléré à l'échelle mondiale. La situation des déplacés s'aggrave de jour en jour. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en appelle à la solidarité de tout un chacun pour venir en aide aux dizaines de millions de déplacés, victimes pour la plupart des conflits armés dans le monde. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Plus de 51 millions de personnes à protéger à travers le monde, dont 33 millions de déplacés en raison des conflits armés. Ce chiffre est communiqué par le chef du Bureau national pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Haïti. Et en 2014, la situation est telle qu'elle nécessite l'apport de tout un chacun, alerte Soufiane Adjali. Des réfugiés en raison de conflits qui les ont amenés à traverser la frontière internationale de leur pays. Et on a plus de 16 millions de personnes dans cette situation à l'heure actuelle. La contribution de tous les pays, notamment d'Haïti, pour améliorer le sort de ces millions de réfugiés. Voilà ce que préconise M. Adjali, qui précise en outre que la protection ne relève pas seulement du juridique. La protection, ce n'est pas simplement des lois ou des principes, mais aussi apporter déjà de l'eau, de la nourriture, une maison, un toit. C'est le début de la protection pour redonner espoir à des personnes qui ont tout perdu. Le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a pris au mot le représentant du bureau de l'UNHCR. Nous ne sommes pas en guerre, mais l'instinct de survie oblige bon nombre d'Haïtiens à quitter leur pays, déplore Hertz Oba, qui suggère l'agriculture comme alternative à ces déplacés. On a cherché à développer le pays, mais il faut commencer par l'agriculture. Longtemps, tout le monde, c'est là où on a commencé. C'est la richesse pays à Téchita. Vous comprenez? Parce que regardez là, regardez le monde, il est vide, regardez de tous côtés. Et ça qui crée justement que nous avons un bassin versant qui vient bailler leur inondation et puis tout est bouché. À l'occasion du 20 juin, l'UNHCR a choisi le thème suivant. Une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. En Haïti, un séminaire sur la protection internationale et des droits des réfugiés a été organisé à Pétionville. Des agents du service de l'immigration et l'émigration, des représentants des agences des Nations Unies en Haïti y ont pris part.
La ministre chargée des droits humains et de la pauvreté extrême dit croire que la solidarité est nécessaire en matière de protection des droits des réfugiés. Parallèlement, Marie-Carmelle Rozanne-Auguste plaide en faveur de la ratification par Haïti de la Convention internationale sur l'apatridie. La ministre Marie-Carmelle Rozanne-Auguste. Nous sommes vraiment un. Notre unique chance de salut réside dans une solidarité et une fraternité à toute épreuve. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen, c'est de nous intégrer à la communauté internationale, ratifier tous les traités, toutes les conventions se rapportant au phénomène des réfugiés qui ne cessent d'augmenter, signe flagrant de notre échec jusqu'ici à faire une réalité des beaux idéaux qui servent de pilier à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à toutes les conventions qui en découlent. Cette année fera 30 ans depuis qu'Haïti a adhéré à la Convention du droit des réfugiés de 1951 et au protocole de New York de 1967. Après toutes ces années, nous devons parfaire notre intégration à la communauté internationale. Nous devons y jouer un rôle plus actif en nous impliquant davantage pour faire respecter autant que possible les droits des réfugiés. À ce propos, je m'en voudrais de ne pas profiter de cette tribune pour attirer votre attention sur la nécessité de ratifier la Convention sur l'apatridie, qui n'est pas sans lien avec celle sur le statut des réfugiés. Elle vise à réglementer le statut des apatrides et à leur garantir la jouissance de leurs droits humains. Elle complète les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de la personne. Il est donc essentiel qu'Haïti la ratifie. La Fédération mondiale de la diaspora haïtienne condamne énergiquement la loi dominicaine sur la naturalisation, connue sous le nom de loi Danilo, et demande le retour inconditionnel de la citoyenneté pour tous les Dominicains dont la nationalité a été révoquée par la sentence 168-13. Dans une note, la Fédération déclare avec des centaines de milliers de sans-papiers dominicains noirs laissés apatrides et leurs enfants empêchés de fréquenter les écoles et de répondre à leurs besoins de base. La loi Medina est l'équivalent d'une prescription d'aspirine pour guérir un cancer métastatique, a déclaré le docteur Bernier Loredan, vice-président de la Fédération mondiale de la diaspora haïtienne. Le regroupement demande instamment à tous les amis d'Haïti, en particulier la communauté des Caraïbes et les pays membres de l'OEA, de convaincre la République dominicaine de respecter les droits de l'homme et ses obligations internationales pour éviter des sanctions. Organisation de la société civile et action des pouvoirs publics, c'est le titre d'un projet conjoint mis sur pied par l'initiative de la société civile et le Conseil haïtien des acteurs non étatiques en partenariat avec l'Union européenne. Ce projet, qui s'échelonne sur 2 ans, sera exécuté dans 4 départements géographiques du pays. Il devra aussi influencer les actions du gouvernement en matière de droits publics, explique le coordonnateur du CONAN, Édouard Poultre. On l'écoute. Nous avons cherché à renforcer et dialogue public-privé. Nous avons besoin que les toucher des domaines que chaque monde capable de comprendre et rôle et chaque monde capable aider à ce que non seulement la société a informé, mais elle est bien informée sur l'investissement qui a fait côté intérêt population dans l'investissement qui a fait. Et nous avons cherché finalement que capacité société civile là pour influencer action et pouvoir public est capable également renforcer dans le sens de l'intérêt général. Il y a donc un ensemble d'activités qui prévoient et à travers le pays. Ça veut dire dans niveau 4 départements nous gagnons des séminaires de formation qui a fait. Nous gagnons des informations qui a diffusées à travers réseaux et organisations. Le projet ça a un budget, autant me rappeler, c'est 300 millions d'euros, 300 000 euros de l'Union européenne et puis gagner donc 25% que nous avons cherché et comme fonds complémentaires, fonds supplémentaires pour nous capables de compléter financement et arriver jusqu'à hauteur de 400 000 euros.
Le chargé des affaires politiques de la Fédération de l'UE en Haïti a salué ce projet conjoint. Cette initiative s'articule sur les priorités de l'Union européenne dans les domaines d'infrastructures, de l'environnement et de l'éducation, a indiqué Raphaël Brigandi. Ce projet bénéficie de l'appui de l'Union européenne à hauteur de 300 000 €, a informé le chargé des affaires Raphaël Brigandi. Ces déclarations. Comme vous le savez probablement, l'essentiel de notre aide, de l'aide publique européenne, transite par l'État haïtien, notamment à travers des mécanismes d'appui budgétaire. Et dans le cadre de ces appuis budgétaires, nous allons aussi veiller à épauler la société civile et les institutions haïtiennes à exercer cette veille vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que nous sommes convaincus, comme je le disais, que c'est ça qui renforce la gouvernance et ça s'est inscrit dans le bénéfice finalement de toute la population haïtienne et aussi de l'État haïtien, de s'assurer que tous les acteurs puissent jouer le rôle qui est le leur en vue d'améliorer la gouvernance globale. Les secteurs qui ont été choisis sont des secteurs qui sont pertinents, qui nous tiennent aussi particulièrement à cœur, parce que vous savez que l'Union européenne est un bailleur de fonds très important dans le secteur des infrastructures ici en Haïti. On mène aussi une action de soutien à l'environnement et l'éducation a été identifiée comme un de nos secteurs prioritaires pour la coopération pour les prochaines années. Donc, notamment dans le cadre de notre période de programmation qui va de cette année 2014 à 2020, l'éducation fait vraiment partie de nos priorités. Et donc, je suis particulièrement heureux du choix des secteurs. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a reçu jeudi le prix de leadership de la Happy Hearts Foundation pour son engagement en faveur de la transformation du pays après le passage du séisme dévastateur de janvier 2010 et son appui soutenu à assurer l'avenir d'Haïti à travers l'éducation. Ce prix a été décerné à M. Martelly lors d'un gala organisé à New York, aux États-Unis, en présence de l'ancien président américain Bill Clinton. Michel Martelly était accompagné pour l'occasion du Premier ministre Laurent Lamotte. Une redevance touristique de 10 $ américains aux Canadiens ou 10 € sera réclamée des visiteurs et passagers qui débarquent en Haïti à partir du 1er juillet 2014. C'est ce qu'informe un avis du ministère du Tourisme et des Industries créatives. Cette taxe sera prélevée au guichet d'une banque créée à cet effet dans les ports et aéroports d'entrée du pays, ainsi qu'au niveau des postes frontaliers, indique la note du ministère du Tourisme. Les enfants et ceux qui détiennent un passeport officiel ou diplomatique ne sont pas concernés par cette mesure. Culture à présent, la 20e édition de Livre en Folie a eu lieu au parc historique de la Canne à Sucre les jeudis 19 et vendredi 20 juin 2014. Ce rendez-vous littéraire, dont Kate Mars était l'invité d'honneur, a réuni 161 auteurs en signature et présenté 1865 titres en vente. Plus qu'une simple tradition annuelle, cette fois s'installe dans la pensée des amants du livre, comme l'occasion de faire l'acquisition d'ouvrages à des prix abordables. Michel Depayen et Wendy Henry étaient présents. Suivez leur reportage. Livre en Folie s'affiche en événement majeur depuis maintenant 20 ans. Le parc historique de la Canne à Sucre à Tabar lui prête un décor gorgé d'histoire. La foire fait aisément le trait d'union entre tous les acteurs du livre. Le directeur du quotidien Le Nouvelliste, Max Chauvet, justifie le choix d'organiser la 20e fête du livre sur 2 jours cette année. Et nous faisons sur 2 jours pour que nous descendons, diminuer la pression, que nous ayons gagné son événement son seul jour. Et effectivement, on a remarqué dans le parc là, mon à l'aise, j'ai acheté tranquillement. Cette manifestation littéraire qui rassemble tous les domaines de l'édition, du roman à l'essai en passant par la poésie, connaît cette année beaucoup d'innovations. Les organisateurs privilégient les jeunes, à en croire Max Chauvet. Et nous faisons une journée spéciale, plus ou moins pour les jeunes et moins jeunes, qui ont un tarif d'entrée plus réduit, pour que nous ayons l'opportunité eux-mêmes pour venir acheter le livre tout. Kate Mars, figure majeure des lettres haïtiennes contemporaines, est l'invité d'honneur de l'édition 2014 de Livre en Folie. L'auteur de L'heure hybride se réjouit de son statut. Que je sois choisi pour être l'écrivain emblématique de ces 20 ans, eh bien pour moi, c'est une très grande satisfaction qui vient couronner, sinon couronner, parce que pour moi, c'est un cheminement, il n'y a pas d'aboutissement. Livre en Folie génère autour du livre une dynamique de rencontres, d'échanges et de détente. Un moment à ne pas manquer pour compléter sa bibliothèque.
Les organisateurs et partenaires satisfaits des nouveautés apportées cette année se disent prêts à reconduire l'expérience de 2014. Écoutons à ce sujet Franz Duval et Max Chauvette, deux organisateurs de cet événement. Ils étaient au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et de Randy Henry. Les 2 dernières années, Livre en Folie était impossible. On ne pouvait pas circuler, on ne pouvait pas acheter, on ne pouvait pas se parler, on ne pouvait pas fonctionner au parc. Je dirais qu'en mettant l'activité sur 2 jours, on a pu faire la décantation. On a pu aussi finir par avoir que des gens qui sont intéressés aux livres. C'est la première fois que le ministère nous a rejoints. C'est pour la 20e édition. Le ministère a un slogan, lire autrement. Moi, je crois qu'il était temps que le ministère de l'Éducation nationale nous rejoigne. Et jeudi, c'est une journée plutôt orientée vers les jeunes. Et moins que les jeunes, ils répondent présent. Ils viennent et même scénario a passé. Ils n'ont pas de bousculer, pas de pression. Ils ont regardé, ils ont visité, ils ont acheté. Donc, au niveau de l'atmosphère, c'était beaucoup plus agréable et pour les vendeurs de livres, et pour les organisateurs, et aussi pour les auteurs, je pense. Donc, je pense que formule ça, pour une première fois, je trouvais le bien marché. Le rappel des titres avant de refermer, 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le Sénat de la République en faveur de la tenue d'élections. À la fin de cette année, les parlementaires conditionnent cependant le vote des amendements de la loi électorale à la mise en place de conseils électoraux provisoires de 9 membres. L'Union européenne augmente son aide à Haïti. 5 millions d'euros supplémentaires sont ajoutés à l'enveloppe allouée au pays. Ces fonds seront consacrés aux interventions humanitaires en faveur des déplacés et de la gestion des risques et désastres. Pas encore de juge désigné pour prendre en charge le dossier de corruption présumée impliquant la première dame de la République et son fils Olivier Martelly depuis la mort du juge Jean-Serge Joseph en juillet 2013. L'affaire qui devait être entendue ce lundi a été reportée à la 8e. Vers la régularisation des Haïtiens vivant dans les bâtés en République dominicaine, un projet pilote du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger en partenariat avec les Archives nationales, l'ONU et le ministère de l'Intérieur qui devra s'étendre à d'autres pays de la Caraïbe. Journée mondiale des réfugiés ce 20 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Face à l'accroissement du nombre de déplacés dans le monde, Haïti promet de se joindre au mouvement mondial de solidarité pour la protection des droits des réfugiés. La 20e édition de Livre en Folie s'est tenue jeudi et vendredi au Parc historique de la Canne-à-Sucre. 161 auteurs ont été en signature et 1865 titres en vente. L'écrivain Ketli Mars a été l'invité d'honneur à cette foire du livre. Organisateurs et partenaires se disent satisfaits des nouveautés apportées cette année. À l'étranger, Juan Manuel Santos, réélu président de la Colombie, il pourra donc poursuivre le processus de paix engagé avec les guérillas d'extrême gauche dans ce pays en proie à un conflit armé depuis tantôt 50 ans. Et puis en Irak, une semaine depuis le début de l'offensive des djihadistes sunnites affiliés au groupe radical de l'État islamique en Irak et au Levant, la progression continue sur la terre irakienne. Les forces gouvernementales sont impuissantes face à l'offensive des insurgés. Voilà qui met un terme à 56 minutes synthèse sur Télésignal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.